Dans le cadre de sa programmation 2014-2015, l'Association des proches aidants de la capitale nationale vous présente Comprendre la maladie d'Alzheimer pour mieux accompagner, animée par Mme Lucie Trépanier de la Société Alzheimer de Québec. Bonne écoute. Alors, je souhaite vraiment qu'elle puisse répondre à certaines de vos interrogations. Je souhaite aussi à ce que vous posiez vos questions au moment où il sera possible de le faire, afin d'aller plus en profondeur sur certains aspects que vous aimeriez aborder. Donc, je vais probablement solliciter votre participation à quelques occasions. Alors, je sais que parler de la maladie d'Alzheimer, c'est un sujet d'actualité. C'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes et qui préoccupe également de plus en plus de gens. Vous savez, ce n'est pas par hasard que ma présentation de ce soir ait lieu en plein mois de janvier, car elle s'inscrit dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. C'est une campagne nationale dont le thème cette année est les 72%. L'objectif de cette campagne est d'informer les femmes de plus de 40 ans afin qu'elles soient plus conscientisées sur les signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer, sur la santé du cerveau et sur les services offerts par les 20 sociétés régionales au Québec, dont la nôtre, bien évidemment, la Société Alzheimer de Québec. Pour les gens qui ne connaîtraient pas la Société régionale de sa région, vous pouvez consulter le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer au www.alzheimer.ca. Brièvement, je vous explique le lien entre le 72% et les femmes. C'est que 72% des cas de maladie d'Alzheimer, ce sont des femmes qui en sont atteintes, et en plus, on considère que parmi les proches aidants, on compte environ 70% de femmes proches aidantes. Pour toutes les femmes, l'impact est double, soit qu'elles sont atteintes de la maladie, ou soit qu'elles sont proches aidantes d'une personne qui vit avec une maladie cognitive. Justement, dans le cadre de ce mois de sensibilisation, la Société Alzheimer de Québec organise à chaque année une porte ouverte et invite la population à venir la visiter. Mais j'en parlerai plus en détail à la fin de la présentation. Donc, on arrive enfin dans le vif du sujet, soit le thème de ce soir, qui est comprendre la maladie pour mieux accompagner. Pourquoi ce titre? C'est que lorsqu'on comprend ce qui se passe chez l'autre, lorsqu'on comprend les conséquences de la maladie sur la personne et son entourage, c'est à ce moment-là qu'on peut développer des bonnes stratégies d'adaptation, des bonnes façons de faire face aux situations qui se présentent et qui vont permettre de mieux accompagner la personne. Ainsi, on assure une meilleure qualité de vie pour la personne qui a la maladie et ça permet également aux proches aidants de demeurer en meilleure santé puisqu'ils risquent moins de s'exposer à utiliser des stratégies qui ne fonctionnent pas. J'ai décidé ce soir de structurer la présentation à partir des questions qui me sont les plus fréquemment posées lors de mes conférences. On me demande souvent, j'ai des pertes de mémoire, des oublis. Est-ce que c'est le début de la vie? Il a une bonne mémoire des faits à long terme et il a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je ne comprends pas. C'est quoi la différence entre la maladie d'Alzheimer et la démence? L'agressivité fait-elle partie des symptômes de la maladie? J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a la maladie et
la compagnie. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment agir avec lui. Alors, voici les principaux sujets qui seront abordés durant l'heure que nous passerons ensemble. La première question que je vous lance à toutes les personnes présentes, j'ai des pertes de mémoire, des oublis. Est-ce que c'est le début de la maladie d'Alzheimer? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? La question vous est adressée à vous qui êtes sur la ligne. Oui. Je pense que la perte de mémoire, ça peut prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Mais c'est associé à bien autre chose. Comme par exemple un manque d'appétit ou bien une surconsommation. Quand vous parlez de surconsommation, vous faites référence à quoi? À l'alcool. Oui, effectivement, ça pourrait être un symptôme d'une surconsommation d'alcool. Oui, vous amenez un bon point. C'est la maladie. Je crois qu'il y a un malade sur la liste, sur la ligne. Alors, je vais compléter votre réponse, madame. Comment? Je vais compléter la réponse que vous m'avez donnée. Oui. Lors de mes conférences, il m'arrive fréquemment de chercher un mot, une expression, et inévitablement, quelqu'un dans l'auditoire me lance « Attention, Madame Trépanier, ça commence comme ça ». Mais c'est pas tout à fait ça. Alors, je vous explique un petit peu la différence. Avoir un mot sur le bout de la langue, oublier le nom de quelqu'un, et ce nom vous reviendra spontanément quelques minutes plus tard, c'est normal. Aller au sous-sol pour chercher quelque chose, mais ne pas se souvenir de la raison pour laquelle vous y alliez, encore là, plus tard le motif vous revient, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, surtout en vieillissant. Et je vous dis pourquoi. En vieillissant, lorsqu'on prend de l'âge, nos capacités physiques diminuent et notre cerveau n'est pas épargné par ce phénomène. À partir de 30 ans, nous perdons des cellules au niveau de notre cerveau et ces cellules ne sont pas régénérées. Les changements neuronaux sont normaux. Et par conséquent, on observe deux changements. Le premier, c'est que la mémoire à court terme fonctionne moins bien. C'est normal et il ne faut pas oublier que le cerveau, comme le reste du corps, vieillit lui aussi. Donc, c'est notre mémoire du travail, celle qui permet de retenir quelques secondes un numéro de téléphone ou de suivre le fil d'une conversation qui est affectée par l'âge. Ce qui est important de se rappeler, ces oublis, ces pertes de mémoire ne doivent pas interférer dans notre vie de tous les jours. Je vous l'accorde, elles peuvent être déplaisantes, mais elles ne doivent pas vous empêcher de fonctionner. Vous trouvez seulement des moyens de compenser pour justement moins oublier, comme par exemple un rendez-vous. Bien, vous allez utiliser un calendrier ou pour faire l'épicerie, vous allez noter la liste d'achat à faire. Bien qu'avant, tout cela n'était pas nécessaire pour vous. Alors, le conseil du jour pour améliorer la mémoire à court terme, c'est de faire consciemment l'effort de retenir les détails. Ça ne se fait plus tout à fait seul comme avant. Le deuxième phénomène observé est une difficulté à composer avec le multitâche. Faire deux actions en même temps est plus difficile et il est fréquent qu'une tâche soit réussie au détriment d'une autre. Par exemple, vous pouvez répondre au téléphone
pendant qu'au même moment, vous faites cuire des patates. Il ne serait pas surprenant que les patates aient été oubliées sur le feu et que votre casserole soit chose du passé. À qui ce genre de situation n'est-il pas déjà arrivé? Alors, deuxième conseil du jour, faire une chose à la fois. Je vous l'accorde, cela risque de prendre plus de temps, mais la tâche risque d'être bien réussie. Rappelez-vous que ces oublis qui nous arrivent souvent sont le résultat de distractions ou de surmenage. Le stress et les soucis sont des facteurs qui influencent la performance de notre mémoire. C'est important de s'en rappeler et c'est sans jeu de mots. La maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus que de simples oublis. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. OK, alors je poursuis. J'ai des questions, c'est ça? Oui, est-ce que pour ce volet-là, est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Non. Alors moi, je vais vous en poser une. Un autre commentaire que j'entends très souvent. Mon proche a une bonne mémoire des faits à long terme et il a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se risquer à répondre à cette question-là? Que vous répondriez-vous à cette personne-là? Est-ce que c'est normal d'avoir la maladie d'Alzheimer et avoir une très bonne mémoire à long terme? Oui, Allez-y. parce que c'est les derniers souvenirs qui disparaissent, je crois. Oui, C'est effectivement. ça commence plus à court terme, puis ce qui reste le plus longtemps, c'est vraiment la mémoire à long terme. Oui, vous avez la raison. Les gens me disent souvent que ça se peut pas que leur proche ait la maladie parce qu'ils ont une très bonne mémoire. Effectivement, à long terme, c'est vrai. Mais à court terme, c'est vraiment ce qui est problématique avec la maladie d'Alzheimer. Les pertes, je vais répondre plus précisément à cette question-là. Ce qui est important de comprendre avec la maladie d'Alzheimer, c'est que la maladie entraîne des changements physiologiques, organiques, au niveau du cerveau. Dans la maladie, les pertes neuronales dont je parlais il y a 2 secondes et qui étaient normales lorsqu'on avance en âge sont beaucoup plus importantes et finissent par être généralisées à l'ensemble du cerveau. On sait que pour la maladie d'Alzheimer, la destruction des neurones se manifeste principalement au niveau de l'hippocampe. C'est pourquoi la mémoire est autant affectée. Et au tout début de la maladie, c'est vraiment la mémoire à court terme en premier. Mais puisque la maladie évolue dans le temps, la mémoire à long terme va aussi être touchée. Ces changements qu'on observe au niveau du cerveau altèrent les fonctions qui contrôlent la mémoire, mais il y a d'autres fonctions cognitives qui vont être touchées, telles que le jugement, la perception, l'orientation, le langage. C'est pour ces raisons, ces raisons que l'on dit que la maladie d'Alzheimer affecte l'ensemble de la vie quotidienne d'une personne parce que ça touche plusieurs fonctions cognitives et que cela complexifie beaucoup son quotidien. Tous ces changements physiologiques-là vont inévitablement entraîner des symptômes et des changements de comportement chez la personne. Lorsque je vous parlais tout à l'heure du support visuel que j'utilise lors de mes conférences, ce que j'aime démontrer aux gens visuellement, c'est qu'on peut voir des anomalies au niveau du cerveau résultant de la perte des neurones. C'est une maladie qu'on ne reconnaît pas au premier coup d'œil.
Et à cet effet, il m'arrive fréquemment de rencontrer un proche aidant qui me fait part que lorsqu'il parle de sa situation aux autres membres de sa famille ou à des proches, et que ceux-ci rencontrent la personne atteinte, ils disent qu'elle semblait très bien. Il est trompeur de se fier qu'à un moment restreint passé avec la personne pour comprendre parfois l'ampleur des difficultés qui se vivent dans le quotidien de la personne et qui sont causées par la maladie. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il est normal d'avoir des soucis, comme il est normal aussi qu'en allant reconduire son petit-fils à la pratique de hockey, on se trompe de chemin parce qu'on est distrait. Cependant, il est important de se questionner s'il nous arrive de se perdre dans un endroit familier ou de retrouver nos clés de voiture dans le congélateur, par exemple. Là, il faut se questionner. Et surtout se rappeler que c'est la fréquence et l'intensité des symptômes dont on doit tenir compte. Durent-ils depuis plus de 6 mois et ont-ils un impact dans notre vie de tous les jours? C'est la question à se poser. Et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à consulter, car ces problèmes qui peuvent indiquer la présence de la maladie peuvent également être le résultat de bien d'autres problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Je fais référence ici à un problème d'anémie, un problème de la glande thyroïde, une importante maladie infectieuse. Alors, c'est important d'aller consulter son médecin. Donc, si on revient au début de la maladie et les difficultés de mémoire de la personne qu'on peut observer, est-ce qu'il y en a parmi l'auditoire qui auraient des exemples et des situations en lien avec justement cette mémoire-là, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme? La mémoire à court terme. À Noël, mon mari a perdu ses dents. Il les cherchait dans la voiture, jusque dans le coffre à gants. OK. Est-ce qu'il les a retrouvés finalement? Nous avons cherché pendant 1h30. Oui, nous les avons trouvés dans la maison. Mais pas à la place habituelle, dans une petite tasse blanche sur le poêle blanc. On les avait pas vus. Mais c'est réglé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des exemples de problèmes de mémoire à court terme ou à long terme? Effectivement, comme Madame l'explique, avec son exemple, Monsieur a enlevé ses dentiers. Probablement qu'il pensait l'avoir mis à un endroit habituel et cette fois-ci, c'était vraiment un endroit inusité. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut penser que ça peut être la maladie. Hein. Vous voyez, c'est pas qu'un simple oubli, mais bien quelque chose d'un peu plus important. Là. C'est inhabituel qu'on va placer des objets à des endroits comme celle-là, surtout un dentier ou d'autres objets de ce genre. Alors, moi, ce que j'observe en début de la maladie, pour ce qui est de la mémoire à court terme, ce sont des personnes qui vont poser toujours la même question. Plusieurs aidants nous rapportent comment c'est difficile pour eux d'avoir à composer avec quelqu'un qui pose la même question. L'aidant me dit, je lui réponds toujours, je lui donne toujours la même réponse, mais elle continue. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque avec la maladie. C'est parce que la personne qui a la maladie ne peut pas imprimer, elle n'est pas capable de retenir l'information, et c'est pas parce qu'elle ne veut pas, mais c'est bien parce que son cerveau n'a plus la capacité
on entend souvent dire, bon, j'ai appelé ma sœur dans la journée et le lendemain, elle se rappelait pas que je lui avais téléphoné. On remarque des gens qui vont acheter des vêtements au magasin et s'ils regardent leur sac, ils sont tout surpris, ne se rappellent pas de ce qu'ils ont acheté. Alors, c'est vraiment la mémoire à très, très, très court terme. Hein. Quelques moments, la veille, quelques instants auparavant, c'est pas des souvenirs à long terme. Si on demande à quelqu'un qui commence la maladie, si on lui demande qu'est-ce qu'elle a mangé la veille, ça arrive qu'elle nous réponde qu'elle ne se rappelle pas du tout des aliments qu'elle a mangés. Les souvenirs anciens, eux, demeurent intacts au début de la maladie, mais au fur et à mesure qu'elle évolue, la maladie, ces souvenirs anciens-là vont disparaître également. Alors, je vous donne quelques exemples. Il se peut que la personne oublie des détails importants de sa vie. Elle peut oublier qu'elle a déjà été mariée, qu'elle a déjà eu des enfants. Alors, c'est des souvenirs qui remontent à plus longtemps dans sa vie, et c'est ces souvenirs-là qui vont être effacés de sa mémoire réellement. J'ai également rencontré des gens qui pensaient être encore sur le marché du travail et qu'elles devaient retourner travailler alors que ça faisait plus de 20 ans que cette personne-là était à sa retraite. Alors, vous voyez que la mémoire à long terme commence à faire défaut également. Alors, lorsque la personne vous fait répéter, ne voyez pas chez elle de mauvaises intentions ou qu'elle semble vouloir vous provoquer, mais plutôt une volonté qu'elle a de vouloir mettre de l'ordre dans ses idées. Cette façon de voir les situations va vous permettre d'être plus dégagé face à celle-ci. Madame, Oui, je vous pour pour l'affaire de mettre de l'ordre, mon mari serre les affaires. Je cherche. Il les met pas à une place ordinaire. Je me cherche tout le temps. Oui, et c'est fréquent, je vous dirais. Je l'observe fréquemment, moi aussi, chez les personnes, et c'est vraiment quelque chose que plusieurs proches aidants me font part de cette situation-là. Et c'est pas facile de composer avec ça parce que la personne pense, elle, vraiment qu'elle les a mis au bon endroit. Pour elle, c'est la place logique de placer ces objets-là. Oui. Donc, on sait également que la maladie entraîne chez la personne des altérations au niveau du jugement. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples de situations qui sont survenues en lien avec des difficultés de jugement? Vous, madame, qui tout à l'heure, là, qui venez de me partager que monsieur, votre époux, mettait les objets un peu partout, est-ce que vous avez observé des difficultés au niveau de son jugement? Oui, madame. C'est qu'avec des amis, on joue aux cartes. C'est là que c'est le plus marquant parce qu'il faut faire une partie, deux parties, mais tout à coup, là, c'est comme il n'est plus là. Ça fait donc bien longtemps que j'ai pas joué à ça. On joue régulièrement, toujours le même jeu. Oui. Mais avec la maladie, ça devient de plus en plus difficile pour lui parce qu'il n'a plus accès à toutes ses capacités. Jouer aux cartes, pour nous, lorsqu'on n'a pas de déficit cognitif, c'est facile. Mais pour quelqu'un qui a la maladie, ça devient très complexe parce qu'il doit retenir les règles du jeu
il doit se souvenir quand il doit jouer, quelle carte mettre. Il doit se souvenir du jeu des autres membres autour de lui. Des stratégies. C'est très, très complexe. Et nous, on est tellement habitués à fonctionner, à faire les choses automatiquement, que si on décortiquait une simple activité comme se préparer un café, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut faire... notre cerveau, c'est lui qui nous donne les commandes. C'est lui qui nous dit, bon, ben là, lève-toi, va faire partir, va brancher la cafetière, va chercher l'eau. C'est notre cerveau qui nous dit, ben, il faut mesurer telle quantité d'eau, il faut mettre telle quantité de café. On fait ça automatiquement. Mais quand notre cerveau est malade, toutes ces fonctions-là ils ne fonctionnent plus là, comme ils devraient. Donc, ça devient excessivement complexe. Et je vous dirais que on peut continuer à jouer aux cartes, à faire des activités de ce genre-là avec les personnes, mais il faut simplifier le jeu. Peut-être qu'il est trop complexe maintenant. Il faudrait aller à un jeu plus simple, peut-être qu'il y réussirait. Mais ça fait aussi partie de la maladie. C'est tout à fait normal. Je pense que ce serait difficile d'apprendre un autre jeu. Ce téléphone-là. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Pour apprendre un nouveau jeu, compte tenu qu'il a la maladie, ça va être difficile. C'est de reprendre un jeu qu'il connaissait, mais qui était beaucoup plus simple. Peut-être que vous auriez plus de succès de cette façon-là. Oui. Il y a des gens, moi, qui jouaient aux cartes d'une façon c'était très sophistiqué, les règles étaient très complexes. Et pour pouvoir poursuivre, bien, c'était comme le jeu un peu de la bataille. C'était rendu à ça. Mais c'était un moment où est-ce que les conjoints pouvaient être ensemble, ils passaient un bon moment, et puis ils faisaient une activité qui convenait aux deux. Parce que si vous poursuivez à vouloir l'intégrer à des activités de cartes complexes, il n'est plus en mesure de faire, ça risque de ne pas être plaisant ni pour vous et ni pour lui. Mm-hmm. Donc, je vais, si vous me permettez, je vais poursuivre au niveau du jugement. Alors, les personnes qui ont la maladie, en plus d'avoir les problèmes de mémoire, vont présenter des problèmes de jugement. La personne peut ne pas agir ou réagir adéquatement dans une situation particulière. Par exemple, on rencontre cette difficulté-là fréquemment dans la conduite automobile. La personne qui conduit ne fait pas l'arrêt obligatoire. Elle ne fait pas le lien, elle ne fait plus le lien entre la lumière rouge et l'importance d'arrêter pour ne pas causer d'accident. Le frère de mon mari est allé à 83 ans passer un examen sur la route et 3-4 arrêts à l'américaine puis passer sur une rouge. Évidemment, il a perdu ses licences tout de suite. Mm-hmm. Oui, parce que conduire, ça appelle à beaucoup de fonctions cognitives complexes comme le jugement, la mémoire. Donc, c'est important que les personnes... il y a des personnes qui peuvent conduire malgré la maladie. C'est pas parce qu'on a la maladie que systématiquement, du jour au lendemain, on ne peut plus conduire. Par contre, avec l'évolution de la maladie, il y a des gens qui perdent leur permis parce que le jugement est affecté. Et c'est autant pour leur propre sécurité que pour la sécurité des gens autour. Alors, c'est un bon exemple que vous me donnez parce que quand ça arrive, ces situations-là, puis qu'on est auprès d'une personne qui vient de griller un feu rouge ou qui n'a pas fait son arrêt obligatoire et qu'on lui dit, qu'on lui fait remarquer, lui, pour cette personne-là,
personne-là, il n'y en a pas de problème. Il ne voit pas la pertinence. Il ne comprend pas pourquoi on réagit si, d'une façon si importante. Il ne voit pas le danger qu'il y avait à ce moment-là. On a aussi vu des gens, alors qu'ils conduisaient leur véhicule, prendre la route dans des voies inverses de la circulation. Et je vous dirais aussi que ce que j'observe lorsque je rencontre les gens, c'est souvent pour les hommes la perte pas la perte, mais des accidents successifs qui font penser que là, il y a un problème. Parce que cette personne-là, auparavant, conduisait très bien, n'avait pas eu d'accident et depuis un certain temps, là, c'était beaucoup plus fréquent. Soit qu'elle avait des accidents ou des sorties de route ou toutes sortes de choses par rapport à la conduite automobile qui faisaient penser justement que là, il y avait probablement un problème et qu'il fallait aller investiguer plus loin. J'aurais une question. Oui. Pour la fameuse perte de mémoire, oui. Je demande à mon mari de descendre au sous-sol, me chercher quelque chose, je le répète, il me lâche un cri, qu'est-ce que tu veux? Il remonte, il l'a pas trouvé. Puis là, il dit, ben, tu me l'as pas dit? Oui. Là, aujourd'hui, j'ai dit, écoute, là, si tu perds la mémoire, là, moi, je veux plus que tu m'accuses. C'est que, oui, je vous comprends parce que, est-ce que votre mari a eu le diagnostic? Oui, madame, il a passé un tas d'examens tout le long de l'année, mais il n'a pas de médicaments parce qu'il consomme trop. OK. Oui, c'est contre-indiqué. Écoutez, vous êtes dans deux réalités tout à fait différentes et tous les deux, vous avez raison. Votre mari, quand il vous dit que vous lui avez pas dit, c'est que sa mémoire ne l'a pas enregistré. Alors, il ne se rappelle pas que vous lui avez dit. Et vous, vous êtes certaine de lui avoir dit. Vous êtes tous les deux, vous avez raison dans votre vision, dans la réalité des choses. Oui, mais est-ce que c'est normal que je lui fasse remarquer? Est-ce que je suis tannée d'encaisser? Oui. C'est que lui faire remarquer, ça risque d'envenimer la relation que vous avez avec lui parce que lui, il est certain là, de ne pas l'avoir entendu ce que vous lui avez demandé. Oui, il m'a répondu que j'avais pas compris. Oui. Et puis. Mais ça s'est fait normalement, là. Évidemment, je ne lui fais pas remarquer à chaque fois, mais mettre mon pied à terre de temps en temps, je trouve ça important parce que faut que je me protège moi aussi, là. Oui. Écoutez, j'ai le goût de vous dire, retenez un petit peu, je vais l'aborder un petit peu plus loin, quoi faire. Bon, c'est parfait, madame. Si j'oublie, ramenez-moi l'autre. Alors, donc, comme je disais, il y a le jugement qui est affecté dans la maladie d'Alzheimer. Madame, ça va un petit peu peut-être vous dire, vous parler, mais c'est sûr que c'est difficile à entendre parfois lorsqu'on est fatigué, mais il est bon de se rappeler que la personne n'agirait jamais ainsi si elle n'avait pas de problème, ni de problème de jugement, ni de problème de mémoire. Hein. Elle ne fait pas exprès pour nous provoquer ou... On va te le mettre sur les haut-parleurs, bon, attends. C'est ça, là. Est-ce que ça va? Oui. OK. Oui. Alors, je vais poursuivre. Maintenant, il y a une autre fonction cognitive qui est affectée. Et c'est les problèmes d'orientation. Moi, j'entends mieux sans les haut-parleurs. Tout le monde a entendu parler au moins une fois de situations où des personnes se retrouvent à l'extérieur à une température comme aujourd'hui, hein, de moins 25 en tout cas ce matin, et à moitié habillées. Il s'agit ici de troubles d'orientation
d'orientation dans le temps. La personne voit le soleil et pour elle, il fait beau et chaud malgré la neige et que l'on soit en plein mois de janvier. Il y a aussi la présence de problèmes d'orientation dans l'espace. La personne va chez la coiffeuse depuis plus de 30 ans, mais prend 1h30 pour s'y rendre, alors qu'habituellement, 5 minutes suffisent. Plus loin, dans la maladie, le problème d'orientation entre des personnes peut se présenter également. La personne peut confondre son conjoint pour son. Elle sait que cette personne lui est familière, mais il est difficile pour elle de bien établir le lien qu'elle a avec cette personne. On rencontre aussi avec la maladie des difficultés au niveau de la perception, qui sont beaucoup moins connues de la population en général. La personne n'a pas de problème visuel, mais c'est la région du cerveau qui gère la perception qui, cette fois, envoie les mauvaises informations. Au comptoir caisse, par exemple, elle peut confondre des pièces de monnaie et elle est certaine que le compte est bon. En conduisant, elle juge mal les distances, elle suit les autres voitures de trop près. Elle peut confondre cet appareil auditif avec des boucles d'oreilles en forme de perles qui se trouvent sur un bureau encombré. Il arrive également que la personne ait de la difficulté à monter et descendre des escaliers parce qu'elle évalue mal la hauteur et la distance entre celles-ci. Et la personne peut également craindre de marcher sur un plancher luisant et en pensant que c'est de l'eau. Ce sont toutes des situations qui peuvent survenir lorsque sont présents les problèmes de perception. Au niveau du langage, la personne présente certaines difficultés. Elle va chercher ses mots, va faire certaines substitutions, va dire par exemple dans une phrase, moi je l'ai entendu d'une proche aidante qui rapportait les propos de son mari et le mari disait c'est le voisin, notre voisin, demain, il va avoir une autopsie à l'hôpital. Au lieu de dire le mot biopsie. Et pourtant, la personne était convaincue qu'elle avait dit le bon mot. Parce que la dame a repris pour dire, écoute, tu veux plutôt dire biopsie? Et lui a répondu, mais oui, c'est ça. Oui. Notre voisin, il va avoir une autopsie demain à l'hôpital. Alors, pour lui, c'est certain qu'il a dit le bon mot. Alors, graduellement, vous comprendrez que ça va devenir de plus en plus complexe pour la personne d'avoir des conversations avec les autres, de décoder ce que les autres veulent nous dire, et ça va faire en sorte d'isoler la personne qui se rend compte que l'entourage ne la comprend pas toujours et qu'elle-même ne comprend pas toujours. Lorsque le langage est plus difficilement accessible pour la personne, elle va tout de même tenter de communiquer avec ses proches pour exprimer ses besoins. Ça fait 12 kilos. Mais elle va le faire d'une façon différente. Moi, je vais prendre une raille. Par le langage qu'on dit non-verbal. Parce que communiquer, ce n'est pas uniquement parler et écouter, c'est entrer en relation avec l'autre grâce aux mots, évidemment, mais aussi par des gestes, par le toucher, le regard et par... Attendez, Juliette, c'est fait pour les tours. C'est à nous que revient d'adapter notre mode de communication avec la personne, car l'inverse n'est plus possible.
qu'il est important de savoir que malgré la maladie, les émotions et les sentiments de la personne demeurent, ce qui fait en sorte qu'elle est très sensible au contenu émotif de nos messages. La personne va être capable de ressentir nos propres états intérieurs et nos émotions. Ce n'est pas tant ce que l'on fait qui importe pour elle, mais bien de la façon dont on le fait. Donc, il faut être également très conscient et attentif à ce que notre propre langage non verbal renvoie comme message à la personne. On dit que 93% de nos messages passent par notre langage non verbal. Cette forme de communication n'est pas à négliger, surtout avec les personnes atteintes de la maladie. Alors, je vous dirais, ça fait vraiment le tour des principales sphères qui sont touchées par la maladie et qui représentent de grands défis auxquels la personne atteinte doit composer dans son quotidien. Une autre question qu'on me pose souvent et qui est, c'est quoi la différence entre la maladie d'Alzheimer et le mot démence? Le mot démence est le terme technique que les médecins utilisent pour parler d'une diminution des capacités cognitives, celles que j'ai nommées précédemment, la mémoire, l'orientation, le langage, le jugement. Donc, c'est une diminution des capacités cognitives suffisamment importante pour une personne et qui se récupère dans sa vie, entraînant chez elle une perte d'autonomie. C'est ça que ça veut dire. Les sociétés Alzheimer du Québec, habituellement, on préfère parler de maladie, on préfère parler de troubles cognitifs parce que dans notre jargon québécois, le terme démence, dans la population en général, c'est très péjoratif. Ça fait référence à la folie et comme si la personne, c'est comme si elle perdait la tête et ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est un terme médical pour dire que c'est le cerveau qui est atteint. Lorsqu'on parle en termes de maladie, lorsqu'on parle de la maladie d'Alzheimer, lorsqu'on parle en termes de troubles cognitifs, on évite de porter atteinte à la dignité de la personne. Je me fais souvent demander également, est-ce qu'on peut guérir la maladie ou à tout le moins la prévenir? Malheureusement, il n'y a rien qui permet de guérir la maladie. Toutefois, il existe deux types de médicaments qui permettent à la personne de mieux fonctionner dans son quotidien. Au lieu de poser 10 fois la même question, elle risque de la poser moins souvent durant la journée. La médication, habituellement, permet à la personne de mieux fonctionner dans son quotidien pendant un certain temps, cependant. Car lorsqu'on prend la médication, les neurones continuent de disparaître. La médication n'arrête pas la progression de la maladie. Heureusement, la recherche continue et à Québec, nous avons de grandes sommités au niveau de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Présentement, la recherche se concentre beaucoup au niveau du diagnostic précoce pour pouvoir traiter dès le début les premiers symptômes. Mais il y a encore du chemin à faire pour trouver les causes de la maladie, puisque ce sont probablement, l'accumulation de plusieurs facteurs d'ordre génétique, environnementaux, etc., qui sont en cause. Pour ce qui est de la prévention, il est prouvé que notre propre mode de vie peut prévenir le risque de développer une maladie, incluant la maladie d'Alzheimer, et pour ceux qui ont reçu le diagnostic, bien, notre mode de vie semble
pouvoir en retarder l'évolution. Et parmi ces facteurs qui peuvent nous aider, un facteur important est l'alimentation. Il est prouvé que certains aliments sont bénéfiques pour le cerveau. On parle ici de poissons, les crustacés, car ils sont riches en oméga 3. Il y a les fruits, les légumes, le thé vert. Enfin, une alimentation comme le régime méditerranéen, finalement. Un autre facteur, c'est la pratique d'activité cérébrale. Par l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'un instrument de musique, la mémorisation de pièces de théâtre, de chansons, la lecture, la pratique des mots croisés, du sudoku. Pour la personne qui a la maladie, c'est de poursuivre des activités cérébrales qu'elle pratiquait auparavant. C'est bien important, là, des activités qu'elle faisait avant d'avoir la maladie. Donc, qu'elle continue de pratiquer ces activités-là, mais en diminuer le niveau de difficulté, comme je mentionnais tout à l'heure. Il est important que cette personne-là, qui a la maladie et qui exerce des activités cérébrales, ne se retrouve pas en situation d'échec. Alors, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour elle. Rester actif physiquement est un autre moyen de prévention. Alors, la pratique régulièrement d'un sport est recommandée. On peut faire de la marche, du golf, la natation, la danse en ligne, etc. Des études ont suggéré que 30 minutes de marche quotidienne suffisent à ralentir le vieillissement cognitif de 5 à 7 ans. Alors, ça coûte peu cher et ça semble efficace. Une activité qu'on soupçonne peu et qui semble importante également, c'est de socialiser, de rencontrer des gens. Ça fait aussi partie d'un moyen de prévention. Et faire partie d'un groupe permet en plus de demeurer actif. Protéger sa tête des chutes, des coups et blessures et apprendre à relaxer sont également identifiés comme facteurs de protection. Donc, en faisant attention aux facteurs que je viens de vous énumérer, cela va permettre à votre cerveau de demeurer en santé et ainsi sera mieux préparé à résister à la maladie. C'est ce qu'il faut retenir. J'entends souvent le commentaire suivant. L'agressivité fait partie de la maladie d'Alzheimer. Et je vous dirais que c'est une fausse croyance. Plusieurs personnes pensent que l'agressivité est une phase dans la maladie ou que c'est un symptôme. C'est plutôt une réaction, une émotion qui révèle de l'impatience, de la colère, de l'irritabilité, tout dépend. L'agressivité survient souvent dans le contexte où la personne veut nous communiquer quelque chose, un besoin qu'elle a, et qu'on n'en saisit pas le sens. Parfois, ça peut être aussi une maladresse qu'on a eue envers la personne, et c'est sa façon à elle de réagir. C'est là qu'il est important de tenter de décoder ce que la personne veut nous dire, ce qu'elle veut nous exprimer. Il faut se servir de cette émotion-là pour aller un peu plus loin et trouver ce qui se passe. Quel est le besoin de la personne? Enfin, comme dernier élément, avant de terminer, j'aimerais parler avec vous de l'accompagnement. Alors, quand on a quelqu'un dans son entourage qui a la maladie, comment réagir? Parfois, en voulant trop bien faire, on peut nuire. J'ai parfois vu des aidants insister auprès de la personne atteinte pour lui faire des exercices de mémoire à tous les jours, de demander à la personne d'écrire tout ce qu'on venait de lui dire pour qu'elle s'en rappelle. J'entends aussi souvent des commentaires comme «
Bon, ben, elle fait pas d'effort pour retenir. Si elle faisait plus attention quand je lui parle aussi, ben, ça serait moins difficile, puis je perdrais pas patience. Toujours se rappeler que la personne a une maladie. Et ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas d'effort ou ce n'est pas par manque de volonté, mais bien par perte de capacité. Les aidants ou les membres de l'entourage ont avantage à bien comprendre la maladie, puisque, comme je l'ai dit au tout début de ma présentation, ils pourront développer des meilleures stratégies d'adaptation, des meilleures façons de composer avec les situations qui vont se présenter à eux. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont moins à risque de s'épuiser avec des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et ils vont préserver la qualité de la relation avec la personne. Bien comprendre la maladie, c'est la première étape de l'accompagnement, je vous dirais. Une étape incontournable parce que contredire la personne, la confronter, la ramener à notre réalité ne devrait pas être des moyens utilisés dans notre relation avec l'autre. Notre réalité et celle de la personne atteinte sont toutes les deux valables et bien réelles. Seulement, on ne part pas des mêmes balises, soit d'une personne ayant un cerveau en santé, capable de raisonner, qui a toutes ses capacités cognitives, en comparaison avec quelqu'un qui a une maladie qui affecte son cerveau et qui n'a plus accès à ses habiletés cognitives. Si nous avions la maladie, nous aurions la même réalité que la personne atteinte. Rappelez-vous que si je perds patience parce que je dois répéter la même chose pour la 10e fois, la personne risque de comprendre que vous êtes fâché, les sentiments et les émotions demeurent intacts avec la maladie, mais elle ne sera pas capable pour elle de comprendre la raison pour laquelle vous êtes fâché. Il y a aussi l'unicité de la personne dont on doit tenir compte dans notre accompagnement. Chaque personne est unique, chaque personne est différente, et il en va de même pour la personne qui vit avec la maladie. La maladie n'explique pas tout. La personne a sa propre personnalité, ses traits de caractère, ses habitudes, ses goûts, ses préférences, et elle va vivre sa maladie en fonction de tout ça. Lorsqu'on accompagne la personne, il est important de bien la comprendre, puisque c'est à travers toutes ces facettes qui lui sont propres que la personne va vivre sa maladie. C'est également à partir de toutes ces particularités qu'il sera possible de comprendre pourquoi elle agit de telle ou telle façon lorsque la maladie se manifestera davantage. Je vous donne un exemple. J'accompagne une personne qui adore magasiner. Les journées où je la sens plus tendue ou anxieuse, sans raison apparente, pour moi, elle doit avoir une raison, mais je ne la connais pas, et qu'elle, de son côté, n'est pas en mesure de m'identifier son malaise. Si je l'amène magasiner, ça risque de l'apaiser et en plus de répondre à un besoin chez elle. Si je fais la même chose avec quelqu'un que je connais peu et qui déteste le magasinage, je risque d'accentuer le malaise initial de la personne et elle risque d'être encore plus anxieuse et tendue. Un autre élément à considérer dans l'accompagnement est de préserver avec la personne, dans la mesure du possible, et bien évidemment, il ne faut pas être trop épuisé et fatigué, mais de tenter de garder un climat le plus agréable possible. Dédramatiser, c'est vraiment le bon mot, là. Dédramatiser les petits incidents, les erreurs, les maladresses, ça va faire en sorte de calmer, d'apaiser la personne et pensez utiliser l'humour, l'attention baissera d'un cran, autant pour la personne que pour vous. On a tendance à l'oublier, mais c'est important.
Enfin, je pourrais vous parler encore longtemps de ce sujet, mais le temps file et je voudrais prendre le temps de répondre encore. Alors, je vais redonner la possibilité aux gens de poser des questions. Oui? Et je voulais laisser la place à d'autres, mais comme mon mari consomme beaucoup, il perd beaucoup l'appétit, il ne mange presque pas. Il mange peut-être le quart de ce qu'un homme à la retraite pourrait manger. Mm-hmm. Et je pense pas que ça puisse aider son cerveau. C'est certain que l'alimentation est importante. Je vous dirais que pour les gens qui présentent un problème d'alcool, quelque chose qui peut aider, vous pourriez l'essayer. Il y a des choses qui fonctionnent pour une personne qui ne fonctionnent pas pour un autre. Hein. Chaque personne est unique, alors les stratégies aussi, parfois, là, il faut vraiment les individualiser. Mais j'ai déjà vu, moi, chez des gens qui consommaient beaucoup d'alcool, on tentait un petit peu, pour en diminuer la consommation, d'offrir de l'alcool, de la bière ou avec peu de teneur d'alcool, des 0,5 ou parfois le goût est là, mais il n'y a pas d'alcool. Alors ça peut peut-être, c'est sûr que ça pourrait aider parce que l'alcool, c'est très, on peut vivre longtemps seulement sur de l'alcool, hein, on sent pas la faim. Donc peut-être diminuer, c'est sûr que ça peut aider. Vous pourriez peut-être en parler au médecin qui pourrait peut-être vous donner d'autres suggestions là, au niveau plus médical, mais parfois ça peut fonctionner là, de faire des remplacements. Là. Au lieu d'avoir une bière régulière, de prendre du 0,5 ou une bière sans alcool. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. C'est ma mère qui est atteinte. Qu'est-ce qu'on fait avec les accusations qu'elle se fait voler? Comme elle cherche les choses et qu'elle sait plus ce qu'elle les a mis, c'est toujours quelqu'un qui lui a volé. Oui. Alors, effectivement, ça arrive fréquemment. C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je vous dirais, une des choses importantes à faire, c'est de rassurer. Parce que la personne, là, quand elle accuse comme ça, elle est certaine, elle n'est pas bien parce que elle est certaine qu'on l'a volé, là. Puis, c'est de la rassurer et d'aller dans l'émotion. Dire, écoute, maman, oui, je sais, je vais t'aider à le trouver. Tu vas voir, on va finir par trouver, on va trouver la solution. Puis, ce que je vous conseillerais peut-être de faire, c'est d'observer si c'est toujours les mêmes objets qu'elle tend à perdre. Est-ce que c'est le cas? Ah, mon Dieu. Oui, ses clés, ses lunettes, sa sacoche, ça c'est sûr, c'est ses trois principaux, mais peu importe, elle veut mettre un gilet, elle ne le trouve pas du premier coup, c'est sûr que quelqu'un est rentré dans sa chambre puis a volé son chapeau, ses bottes. Regarde, c'est sur tout, là. Mm-hmm. C'est sûr qu'on ne peut pas trouver solution à tous les objets, mais les principaux, si vous pouviez en avoir un deuxième exemplaire qui ressemble à. Donc, parfois, ça peut être un deuxième chapeau, la même couleur ou un chandail pareil, mais qui fait en sorte que vous savez possiblement où est-ce que celui-là peut être. Donc, dans des cas où est-ce qu'elle ne trouve pas le premier, ben, vous pourriez accéder assez rapidement au deuxième, de sorte que son anxiété ne serait pas augmentée, là, parce que c'est anxiogène là, quand on sait qu'on est certain, on pense avoir mis ça à tel endroit, puis qu'on ne trouve pas, ben, la raison normale, c'est que c'est quelqu'un qui nous l'a pris. Alors, c'est un petit peu le conseil que je vous soumettrais. Est-ce que l'anxiété fait partie de la maladie ou que c'est la personnalité que vous parliez tout à l'heure, l'inutilité? Ben, c'est certain que habituellement, quelqu'un qui est anxieux, ben, il va être anxieux aussi avec la maladie. Mais il y en a parfois qui l'étaient et qui arrivent avec la maladie et que ça disparaît. C'est vraiment du cas par cas. Mais je vous dirais, quand nous-mêmes, on est dans une situation où on ne trouve pas des objets. Hein? Donc, ça dure 5 minutes, ça va quand même bien. Au bout de 10 minutes, on commence à être impatient. Quand ça fait une demi-heure qu'on cherche un objet et que ça nous arrive à peu près 5-6 fois par jour, on vient qu'à un moment donné, là, l'anxiété, on n'est pas bien. Donc, c'est souvent le résultat de
situations qu'ils vivent dans le quotidien. Parce que c'est pas évident là, de composer avec toutes ces difficultés-là, tous ces défis-là qu'ils ont là, à relever. Donc, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Et si quelqu'un présente ce symptôme-là en début de la maladie, je vous dirais qu'au fur et à mesure que la maladie évolue, ça risque d'augmenter. Et parfois, c'est important d'en parler au médecin parce que ni la personne ni l'entourage est bien là quand ça prend une proportion là, qui est difficile à gérer. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais vous remercier, madame, de prendre du temps pour essayer de nous aider. J'ai pris des notes. Je vais réfléchir à tout ça. Je vous remercie énormément. Ben, merci. Écoutez, ce que je vous recommande aux gens, là, n'hésitez pas à faire appel aux sociétés Alzheimer de vos régions. Il y a des intervenants qui sont sur place et qui sont là pour répondre à vos questions. Ce sont des services gratuits. Vous n'avez pas à vous déplacer. Vous pouvez téléphoner. Il y a quelque chose qui vous chicote, qui vous fatigue. Vous aimeriez avoir un conseil ou une recommandation. N'hésitez pas. Faites appel aux intervenants. On est là pour ça. Madame, on me dit consulte, je veux dire, demander de l'aide. Mais moi, j'ai fait la gérontologie, je suis encore capable de gérer ça. Mais on a vu tellement de médecins depuis toute l'année que j'aurais l'impression de l'agresser. C'est pour ça que je retarde. Oui, mais pour vous nous appelez. Pour ça vous aiderait peut-être à trouver des solutions. Quand tout à l'heure vous parliez des jeux de cartes, des choses comme ça, ou est-ce qu'il faut que je me fâche, ou c'est des choses que vous pourriez aborder avec les intervenants. Vous n'auriez pas à vous déplacer et la personne, votre conjoint, ne serait pas obligé de venir non plus. Ce serait juste vous avec l'intervenant. Là. Vous n'auriez pas à vous déplacer. Parce qu'on sait, hein, beaucoup de proches aidants, plusieurs proches aidants sont épuisés, sont fatigués. Donc, nous, on est là pas pour vous complexifier la vie, mais bien pour vous un peu vous épauler et pour vous aider dans votre accompagnement. Oui, mais quand même, si je perds les pédales de temps en temps, c'est pas si souvent que ça, madame, là. Oh non, puis écoutez, là, loin de moi de vouloir, c'est pas ça que je comprends parfaitement qu'on est humain et c'est demandant. Et c'est surtout que il faut prendre du temps pour soi parce que c'est tellement exigeant. Vous savez, être proche aidant, c'est du 7 jours sur 7, 365 jours par année, hein, puis sur une longue période, hein, c'est plusieurs années. Au début, ça va quand même pas si mal, hein, parce que la personne, bon, elle a encore beaucoup de capacités, mais au fur et à mesure que la maladie évolue, c'est exigeant pour un proche aidant. Et un proche aidant seul ne peut pas accompagner aussi longtemps. C'est irréaliste de penser ça. Et c'est pour ça qu'il doit être épaulé. Alors que ce soit de l'entourage, que ce soit d'amis, de la famille, des sociétés Alzheimer, mais il faut que vous receviez de l'aide pour pouvoir poursuivre. J'ai décidé cet été de prendre des vacances et j'ai payé un copain. Je voulais qu'il vienne souper et coucher avec lui, mais mon mari a refusé. Oui. Mais par contre, le copain s'en est bien occupé. C'est un gars seul puis qui sort beaucoup, alors il l'amenait avec lui. Je téléphone, tu t'ennuies-tu? Non, on se promène. Ah ben c'est très bien, je suis partie 11 jours. Alors, est-ce que ça vous a fait du bien? Ben moi oui, je comprends, j'en avais besoin, là, j'étais épuisée, là. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que vous preniez soin de vous si vous voulez continuer à prendre soin de votre conjoint. C'est essentiel. Sinon, il n'y a pas un humain qui est en mesure de le faire pour une si longue période. C'est pas possible.
Donc, moi, je tire beaucoup mon chapeau aux proches aidants parce que ça prend beaucoup de courage et d'énergie, de volonté, de vouloir bien faire, mais on est humain, puis c'est normal. Il ne faut surtout pas se reprocher lorsque parfois on peut agir d'une façon qu'on se dit, ben, j'aurais pas dû. Ben, on est humain, puis c'est normal d'être comme ça. Donc, il ne faut surtout pas se culpabiliser parce que faut pas que vous oubliez tout l'excellent travail que vous faites au détriment de ces petits épisodes-là qui arrivent parfois parce qu'on est fatigué. Il y a de l'information. Oui, alors avant de terminer, j'aimerais inviter la population de la région de Québec, les gens qui sont de la région de Québec, à notre journée porte ouverte. On tient à chaque année une journée de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer le 25 janvier, le dernier dimanche du mois de janvier. Et cette journée-là a lieu au pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. En matinée, on a nos conférenciers médecins, Dr Rémi Bouchard et son équipe, ainsi que le Dr François Rousseau, qui seront présents et qui vont offrir des conférences. Et à partir de 11 heures le matin, vous pourrez venir visiter plus d'une vingtaine de kiosques. Ce sont des professionnels de la santé, des médecins, des gens des CDC, des notaires. Donc, la PARC va être présent. Différentes ressources incontournables qui seront là pour vous donner de l'information sur les services qu'ils dispensent et pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, venez nous voir, venez nous rencontrer. C'est gratuit, le stationnement est gratuit. Et puis, si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter notre site Internet ou au www.société-alzheimerdequebec.com tout ensemble. Et là-dessus, j'aimerais vous remercier de votre écoute. J'aimerais remercier encore une fois Mme Girard. Et là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Oui, ne quittez pas, j'ai comme quelques informations. Alors, merci à Lucie Trépanier de la Société Alzheimer. Ce fut fort intéressant parce que c'est intéressant parce qu'on est tous un peu inquiets, on a besoin de mieux comprendre cette maladie. Et vous pourrez, l'enregistrement est fait de la conférence. Vous pouvez la revoir sur notre site web Association des proches aidants de la capitale nationale ou de la Société Alzheimer de Québec. Et je vous invite le 11 février à une autre conférence qui sera tenue par Madame le groupe Albatros de Québec, se préparer à bien accompagner nos proches en fin de vie et recevoir du soutien et du répit dans cette étape cruciale de la vie. Alors voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on vous dit bonsoir et on vous remercie d'avoir été présent à cette conférence. C'était Comprendre la maladie d'Alzheimer pour mieux accompagner, animé par Mme Lucie Trépanier de la Société Alzheimer de Québec. Pour participer aux ateliers téléphoniques ou aux conférences thématiques de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, et pour écouter d'autres ateliers en balado-diffusion, nous vous invitons à consulter notre site web au www.apacn.org. À un prochain rendez-vous.